temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue dans Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Pour ce premier épisode de cette série dédiée à l'innovation dans la tech, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Coste, entrepreneur, expert en stratégie dont le parcours illustre parfaitement la complexité des liens entre le secteur public, l'industrie, le secteur privé et l'innovation technologique. Olivier Coste, vous êtes diplômé de l'École polytechnique, ingénieur des mines. Vous avez débuté votre carrière à la Commission européenne avant de rejoindre le cabinet du Premier ministre Lionel Jospin à la fin des années 90, où vous avez contribué notamment à la transformation d'Airbus en une société intégrée. Vous avez ensuite pris un virage vers le secteur privé en intégrant Alcatel-Lucent, où vous avez mené des projets de télévision mobile par satellite. Mais c'est en tant qu'entrepreneur que vous êtes aussi pleinement réalisé en lançant des startups innovantes dans la vidéo en ligne, adoptées par des entreprises comme Microsoft et IBM. Olivier Coste, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Ilan. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à passer d'un monde à l'autre? Je sais que ça se fait de plus en plus, mais au moment où vous avez été dans la fin des années 80-90, c'est pas si commun en fait de passer de l'un à l'autre comme ça. En fait, c'est une, c'est une caractéristique du système français éducatif d'envoyer les meilleurs éléments au niveau maths, en maths dans le système public. Donc, quand vous êtes un très bon élève, ce qui était mon cas, vous êtes amené à devenir fonctionnaire pendant 10 ans. Vous êtes formé par l'autorité publique pour devenir un fonctionnaire. Et vous avez une obligation après ça de travailler pour l'État pendant 10 ans, ce que j'ai fait. Mais mon objectif initial dès ma formation, c'était de travailler dans le privé et de travailler dans l'industrie. Donc, j'avais dès le début en tête que j'allais travailler pour l'État ou pour la Commission européenne, enfin pour la puissance publique pendant une dizaine d'années, et qu'ensuite je continuerais dans le privé de manière assez logique. Voilà, c'est vraiment une caractéristique du système français. Retenu par l'État, en fin de compte, mais amoureux de l'industrie, j'allais dire. Est-ce que votre passage justement par la Commission européenne et le cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, comment ce passage-là a influencé votre vision de la tech et de l'innovation? Quand je suis arrivé chez Alcatel, j'avais 33 ans, je comprenais rien. Rien. C'était totalement nouveau pour moi. J'étais absolument pas formé ni à comprendre les technologies, ni à comprendre le business, ni à comprendre la vente de technologies à des clients. Donc ces trois éléments-là qui ont été clés dans les 25 années suivantes dans le business, je n'avais rien compris, je n'étais pas formé, je n'étais pas adapté, c'était un choc complet. Les 10 années au service de l'État ont été extrêmement riches, puissantes, passionnantes, enthousiasmantes. Je pourrais en parler pendant des heures, c'était génial. Mais ça n'est absolument pas adapté pour former des ingénieurs ou des dirigeants de boîtes de tech. C'est complètement... Oui, donc le cadre réglementaire, politique, j'allais dire, institutionnel, vous l'aviez, vous le maîtrisiez dans votre passage à la tête de l'État et au niveau européen. Mais je veux dire, ces fondamentaux du business, lorsque vous rentrez dans le monde de l'entreprise, vous ne les avez pas. On les a pas et on comprend rien. On comprend rien, on n'a pas les réflexes, on s'exprime mal, on dit des conneries, on est très mauvais pendant des années. Il faut des années pour changer, pour s'habituer aux réflexes de quelqu'un qui est rentré dans la tech ou qui est rentré dans le business à 20 ans ou à 22 ans. Ce sont des années hyper précieuses pour se former et tous mes collègues avec qui je travaillais étaient des gens qui avaient fait des études d'ingénieur, des vraies études d'ingénieur, pas comme les miennes, et qui avaient commencé à développer des produits ou à vendre des produits ou des solutions dès 22, 23, 24 ans. Donc, ils savaient exactement ce que c'était que ce métier. Moi, je suis arrivé 10 ans plus tard,
avec une incompréhension totale de tous ces sujets. Donc j'ai appris à vendre, j'ai appris à me comporter correctement vis-à-vis d'un client, j'ai appris à présenter des solutions, à comprendre la négociation avec un client, à séduire un client, à susciter son intérêt et la valeur pour lui. J'ai appris à diriger des équipes, ce que je n'avais jamais fait non plus, à manager des équipes, à entraîner des équipes, à les intéresser. C'était aussi quelque chose qu'on n'apprend absolument pas dans la fonction publique. Et puis j'ai appris le business, c'est quoi les chiffres, c'est quoi ce qui est la clé, c'est la profitabilité, c'est le chiffre d'affaires, c'est des éléments métriques qui sont extrêmement cruciaux dans le monde de l'entreprise et qu'on ne comprend absolument pas quand on est dans la fonction publique. C'est un autre monde. On parle de politique, on parle de droit, on parle de règles, on parle d'environnement économique, mais on parle absolument pas de ce qui est la clé dans le business. Donc c'est deux mondes qui sont vraiment très différents. Alors, vous avez dirigé donc des projets chez Alcatel-Lucent avant de créer votre start-up aux États-Unis. Quelles sont, selon vous, et j'ai bien conscience de la dimension un peu générale de cette question, mais les grandes différences entre cet écosystème technologique européen et celui que vous fréquentez en fait aujourd'hui, qui est l'écosystème américain? Qu'est-ce qui change en fait? L'échelle, l'échelle, la, la capacité de disposer de moyens considérables pour faire des projets à dimension mondiale. Ça, c'est aux États-Unis. En Europe, on a très peu de moyens financiers, on est toujours contraint et on a une vision locale des marchés. On s'intéresse au marché allemand ou au marché français. On ne voit pas grand quand on est aux États-Unis, quand on est au contact de Microsoft, d'IBM, etc. Les réflexions se font sur le thème, bon, alors, on a 4 milliards de consommateurs potentiels. Comment on les adresse? C'est pas 8 milliards parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, n'a pas accès à un iPhone, n'a pas accès à tout, mais on a quand même 4 milliards de marché potentiel, un marché potentiel de 4 milliards de consommateurs. Quand on est en France, on réfléchit à 65 millions de consommateurs, on réfléchit en Allemagne à 80 millions de consommateurs, on est dans des échelles complètement différentes. Et aux États-Unis, en tech, il y a toujours trop d'argent. Toujours trop d'argent. L'argent vient vous chercher. Vous avez un projet, vous trouvez de l'argent facilement, beaucoup plus que ce n'est réellement nécessaire. L'argent est facile à trouver parce que la profitabilité est considérable. Donc, vous avez un projet, vous trouvez de l'argent, vous vous plantez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Vous réussissez, ça enrichit considérablement ceux qui vous ont apporté de l'argent. Donc, ils remettront de l'argent dans des trucs à risque sans difficulté parce que de temps en temps, c'est un projet fantastique qui va gagner énormément d'argent. Ça peut être Nvidia, ça peut être Microsoft, ça peut être des sujets plus petits qui sont rachetés par l'un ou l'autre qui valent des milliards. Donc, trouver de l'argent n'est pas difficile parce que les gens qui mettent de l'argent, de temps en temps, font des fortunes parce que les projets deviennent gigantesques et ont une valeur considérable. Donc, il y a beaucoup trop d'argent par rapport à ce dont on a besoin, ce qui a des conséquences amusantes sur les niveaux de salaire qui sont très supérieurs, 3 fois supérieurs en Europe, sur les moyens financiers dont vous pouvez disposer pour faire des projets, sur le nombre de personnes que vous pouvez embaucher pour faire des projets. Tout ça est beaucoup plus simple aux États-Unis que ça ne l'est en Europe. Je pense que c'est un peu similaire en Chine. Hein. Je pense que la Chine, l'Inde et les États-Unis sont assez similaires. On voit grand, on voit mondial, alors qu'en Europe, on est totalement contraint par des problèmes auxquels on reviendra tout à l'heure, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un moment clé donc, avec ce que vous m'expliquez là? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez compris que l'Europe, et là je parle plutôt à l'entrepreneur, ne vous permettrait pas d'aller au bout de vos ambitions entrepreneuriales? Ah, c'est très simple. J'ai essayé à 3 reprises, j'ai fait 3 startups et à 3 reprises, je me suis focalisé sur le marché européen. J'ai construit des technologies pour le marché européen. J'ai fait modifier des fréquences des systèmes réglementaires européens pour permettre le déploiement des technologies. J'ai complètement organisé les technologies pour qu'elles soient adaptées aux conditions du marché européen. J'ai prospecté tous les grands clients allemands, anglais, italiens, espagnols, français. J'ai jamais trouvé un client. Et je recevais des coups de fil non sollicités de grandes boîtes américaines comme Microsoft, IBM, Dish, Wells Fargo, Arrow Electronics, etc., qui me disaient, mais vous développez des technos intéressantes, est-ce qu'on ne peut pas les tester aux États-Unis? Et ce n'était pas moi qui les prospectais, c'est eux qui venaient me chercher.
Donc, une fois, intéressant, tiens, bon, ça, je commence à bâcher aux États-Unis. 2 fois, ah, tiens, c'est les États-Unis qui sont intéressants. 3 fois, Microsoft qui nous contacte en nous disant, tiens, vous avez développé une techno intéressante pour la France, mais pourquoi vous ne la développez pas aux États-Unis, pour la déployer pas sur nos sites aux États-Unis, sur l'ensemble des États-Unis, l'Angleterre, le monde anglo-saxon. Bon, là, j'ai décidé d'émigrer, j'en avais marre. J'en avais marre de passer mon temps à essayer de prospecter le marché européen sans aucun succès. D'accord, donc on revient en fin de compte, ce que j'entends dans votre discours, c'est la question de la prise de risque. C'est-à-dire que cette dimension un peu frileuse qu'on a en Europe, on ne la retrouve pas du tout aux États-Unis. C'est-à-dire que le risque est accepté, abordé, j'allais dire, je ne vais pas dire géré, mais en tout cas, il est bien compris, quoi, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est absolument pas un problème de culture. Je suis d'accord avec vous, le risque est beaucoup plus facile à accepter, mais c'est pas une question de culture. La culture est pas différente, c'est vraiment pas différent. Tout le monde est persuadé, obsédé du fait qu'il y a un problème de culture en Europe. Je ne crois pas qu'il y ait un problème de culture en Europe. Ce qui provoque cette différence de comportement face au risque, c'est pas la culture, c'est la profitabilité. Il est profitable de prendre des risques aux États-Unis, il est non profitable de prendre des risques en Europe. Et donc, les conséquences, c'est que tous ceux qui sont censés prendre des risques, comme les boîtes de tech européennes ou les fonds de capital risque européens, sont extrêmement prudents face au risque parce que ça ne rapporte pas d'argent. Alors que des fonds de capital risque américains ou des grandes boîtes de tech américaines ou des LP américains, ils sont habitués à prendre du risque, non pas parce que c'est une question de culture, mais parce qu'ils peuvent et ils ont gagné énormément d'argent en prenant des risques. Très clair, très clair. Olivier Coste, merci pour ce premier rendez-vous, puisqu'on en a encore deux autres qui vont suivre. On se retrouve pour un prochain épisode de Temps d'avance pour cette série dédiée à l'innovation et à la tech.